Bien sûr, mais ces bobines sont alimentées en courant électrique continu. Or, vous le savez tous, le mouvement des électrons à l'intérieur d'une bobine génère un champ magnétique. Autrement dit, les bobines dont nous parle Sabine agissent exactement comme des aimants. Et à pleine vitesse, ces moteurs tournent à 4000 tours par minute. Mais plus un train va vite, plus l'air lui oppose de la résistance. Les ingénieurs ont donc donné au TGV une forme très aérodynamique, un long nez et des parois très lisses. Et l'écart entre les voitures a été réduit au minimum pour éviter que l'air ne s'y engouffre et crée des turbulences qui freineraient le train. Résultat, en pénétrant mieux dans l'air, il consomme moins d'énergie. Mais l'air à cette vitesse pose un autre problème, le bruit. À 300 km/h, les frottements de l'air sur les parois sont beaucoup plus bruyants que ceux des roues sur les rails. Et à 25 mètres d'un TGV qui passe, on mesure un pic sonore de 93 décibels, le bruit d'un coup de tonnerre. Les ingénieurs cherchent encore à améliorer le profil des TGV pour les rendre toujours plus économiques et un peu plus silencieux. Ce qui fait la particularité du TGV français, c'est cette énorme pièce, une sorte de chariot à deux essieux qu'on appelle bogie. Enfin, ce sont les roues du train, quoi. Le problème, c'est que ça pèse 7 tonnes. Alors attention les pieds. Alors, sur un train classique, il y a 2 bogies sous chaque voiture. Mais sur un TGV, c'est le contraire. Regardez, il y a un bogie commun pour 2 voitures. Et c'est en grande partie grâce à ce système qu'on gagne en vitesse. Bah oui, en résumé, sur un TGV, il y a moins de bogies que sur un train classique. Moins de bogies, donc moins de poids, donc plus de vitesse. Et moins de bogies, c'est aussi moins de roues, donc moins de frottements sur les rails, ce qui permet au train d'avancer plus facilement. Et comme ces bogies sont situées entre les voitures, les passagers ressentent moins les vibrations. C'est bien plus confortable. Jamy, il y a un truc que je comprends pas. Avec un bogie pour 2 voitures, mon TGV, il est complètement rigide. Alors comment ça se passe dans les courbes? Rassure-toi Sabine, rassurez-vous. La rame est articulée. En effet, entre 2 voitures, il y a ce qu'on appelle un anneau d'intercirculation. Cette pièce est fixée à une voiture. Elle en est solidaire. Elle est munie d'une tige, ici, qui vient s'encastrer dans le bogie. De cette façon, la voiture peut pivoter autour de l'axe. L'anneau est également muni d'une rotule sur laquelle on vient atteler la voiture suivante. De cette façon, la rame est articulée. Et ce n'est pas tout, Jamy. Grâce aux bogies et à l'anneau d'intercirculation, les voitures sont solidaires les unes des autres. Résultat, contrairement à un train classique, une rame de TGV d'une motrice à l'autre est indéformable. Et en cas de déraillement, ça change tout. Absolument. Observons le comportement d'une rame classique et celui d'une rame TGV en cas de déraillement. Sur une rame classique, on l'a vu, il y a 2 bogies par voiture. Du coup, l'espace entre 2 voitures est beaucoup plus grand que sur un TGV. Résultat, en cas de déraillement, un train classique a une fâcheuse tendance à plier en accordéon. En revanche, sur le TGV, il y a beaucoup moins de débattement entre 2 voitures. Du coup, la rame plie beaucoup plus difficilement. En 20 ans, le TGV n'a déraillé que 6 fois. Ces accidents ont été provoqués par des problèmes sur la voie, le blocage d'un essieu ou par des collisions avec des véhicules. La motrice s'est parfois renversée comme ici à Dax, mais les voitures de passagers, elles, ne se sont jamais couchées. Sur les TGV duplex, on a installé un système de sécurité supplémentaire en cas de choc. Des zones vont se déformer lors de la collision et absorber une partie de l'énergie de l'impact. Il y en a une dans le nez du TGV, une autre à l'arrière de la motrice et une troisième à l'avant du premier wagon. Mais ce système n'est pas généralisé à tous les TGV. Ça va, messieurs, pas trop secoués? Tiens, au fait, elle est bien dans ce train, Sabine? J'y suis, la petite voix. Et en plus, aujourd'hui, j'ai la chance de voyager dans la cabine du conducteur. Je vous présente Yvon, qui est conducteur de TGV depuis 1 an et demi. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre conduire un TGV et conduire un train classique? La différence très importante, c'est que c'est plus confortable, on a moins de bruit. Ça y est, nous y sommes. Vitesse de croisière, 300 km/h seulement, attention.
Un TGV ne peut atteindre une telle vitesse que sur une ligne spécialement construite pour lui. D'abord parce qu'il ne peut pas partager sa voie avec un train classique, immanquablement il le rattraperait. Ensuite, une ligne à grande vitesse doit respecter certaines contraintes de tracé. Elle doit être le plus rectiligne possible, les courbes très larges. En revanche, grâce à sa vitesse, un TGV peut emprunter des pentes beaucoup plus accentuées qu'un train classique. Et pour construire des voies bien rectilignes, il faut s'adapter au relief en construisant des ponts, des tunnels et des viaducs. On en dénombre pas moins de 500 sur les 250 km de la ligne Méditerranée. Pour construire le viaduc le plus long, celui de Ventabran, il a fallu enjamber une route départementale et une autoroute. Et pas question de bloquer la circulation pendant des mois. Non, non, non. On a donc construit des tabliers de ce pont parallèlement aux routes. Ensuite, on les a fait pivoter un par un en les tirant à l'aide de grands filins métalliques. Pour chaque tablier, l'opération n'a duré que 3 heures. Cette prouesse technique était une première mondiale. Mais le problème avec ces lignes grande vitesse, c'est qu'elles ne sont pas sans impact sur l'environnement. Car aller le plus droit possible nécessite parfois de traverser des zones où la faune et la flore sont très fragiles. Sur la ligne Méditerranée, par exemple, pour ne pas déranger un couple d'aigles de Bonelli, une espèce protégée, le tracé a été dévié d'une centaine de mètres. Et puis ces gigantesques travaux laissent des cicatrices dans le paysage. Pour les atténuer, on replante de nombreux végétaux afin que la nature puisse reprendre un peu de ses droits. Mais avant de construire la ligne, on commence par sonder le sol. Le but, s'assurer que d'éventuelles cavités souterraines ne s'écrouleront pas au passage des trains. Si le sol est trop poreux ou gorgé d'eau, il faut le renforcer. Une fois le terrain bien aplani, on y dépose les rails que l'on fixe sur des traverses de béton. Le tout est simplement posé à même le sol. Puis il est stabilisé par de petites pierres dures, le ballast. Et voilà, il ne reste plus qu'à électrifier la ligne et les trains pourront rouler. Tu manipules, c'est pas un volant, ça sert pas à tourner. Non, c'est pas du tout un volant, c'est pour envoyer de plus en plus de courant dans les moteurs de traction. Donc c'est pour accélérer. Pour accélérer ou freiner aussi. Pour ralentir. D'accord. Alors est-ce que c'est vrai que dans les descentes, tu coupes les moteurs? Oui, on coupe l'alimentation électrique des moteurs et on continue sur l'inertie de la rame due à son poids. C'est exactement pareil que quand on fait du vélo, qu'on arrête de pédaler, le vélo continue à avancer aussi. Sur son élan. Sur son élan. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle la marche sur l'air. La marche sur l'air. Et est-ce que sur un trajet comme Paris-Marseille, on utilise beaucoup la marche sur l'air? On essaie de l'utiliser le maximum pour économiser l'énergie, économiser le matériel, et notamment dans les grandes descentes. Alors là, ça suppose de bien connaître la voie alors? Bien connaître la voie, bien connaître le profil, ce qu'on appelle le profil de la voie. Nous sommes toujours à 300 km/h. Alors en fait, sur certaines portions du trajet, notre TGV pourrait filer beaucoup plus vite. S'il ne le fait pas, c'est pour éviter ce qu'on appelle le mur de la caténaire. La caténaire, vous vous rappelez, c'est le câble d'alimentation qui est au-dessus de nos têtes. Oh, c'est pas le moment de s'amuser, Jamy, enfin. Allez, au boulot. Mais je ne m'amuse pas. Je démontre. Quand je donne un coup sec, on voit très bien l'onde se propager le long de la corde.